Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre la lecture des 4 filles du docteur March. Voilà. Je comptais lire autre chose, mais non. Donc c'est ainsi. Nous en sommes, j'en suis au chapitre 10, le Pickwick Club et le bureau de poste. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Le Pickwick Club et le bureau de poste. Avec l'arrivée du printemps, de nouvelles distractions devinrent en vogue et les jours qui rallongeaient offraient de longs après-midi propices aux tâches et aux jeux de toutes sortes. Le petit jardin dont chaque sœur possédait une parcelle pour en faire ce qui lui plaisait avait besoin d'être arrangé. Anna avait l'habitude de dire « Je saurais à qui appartient chacun de ces jardins, même si je les voyais en Chine ». Et c'était fort probable, tant les goûts des filles différaient, autant que leur caractère. Meg avait des roses et des héliotropes, du myrte et un petit oranger dans le sien. Le parterre de Jo n'était jamais identique 2 saisons d'affilée, car elle se livrait toujours à des expérimentations. Cette année-là, ce devait être une plantation de tournesol, les graines de cette plante gaie en devenir étant destinées à nourrir tante Cockletop et sa famille de poussins. Bess plantait des fleurs classiques et odorantes dans son jardin, des pois de senteur et du réséda, des pieds d'alouette, des œillets mignardises, des pensées et de la citronnelle, et du mouron blanc pour les oiseaux et de l'herbe à chat pour les matous. Une tonnelle se dressait dans celui d'Amy, plutôt petite et infestée de perce-oreilles, mais très jolie à regarder, avec du chèvrefeuille et des volubilis dont les trompettes et les clochettes colorées retombaient en gracieuses guirlandes sur toute sa surface, de grands lys blancs, de délicates fougères et toutes les plantes éclatantes et pittoresques qui consentaient à y fleurir. Jardinage, promenade à pied ou en canot et cueillette de fleurs occupaient les belles journées et, pour les plus vieuses, elles avaient leur distraction à la maison, d'anciennes, de nouvelles, toutes plus ou moins originales. L'une d'entre elles était le PC, car les sociétés secrètes étant à la mode, il était de bon ton d'en avoir une et, comme toutes les filles admiraient Dickens, elles se donnèrent le nom de Pickwick Club. Malgré quelques interruptions, elle s'y consacrait depuis 1 an et se retrouvait tous les samedis soirs dans le grand grenier où les cérémonies se déroulaient de cette façon. 3 chaises étaient alignées devant une table sur laquelle était posée une lampe ainsi que 4 bandeaux ornés d'un gros PC, d'une couleur différente pour chacune, et le journal hebdomadaire intitulé le The Pickwick Portfolio, auquel toutes contribuaient, tandis que Jo, qui se régalait au milieu des plumes et de l'encre, en était le rédacteur en chef. À cette heure, les 4 membres montaient au siège du club, nouaient leurs bandeaux autour de leur tête et prenaient place de façon très solennelle. Meg, étant l'aîné, était Samuel Pickwick. Jo, qui embrassait une carrière littéraire, Augustus Snodgrass. Bess, à cause de ses rondeurs et de son teint rose, Tracy Tupman. Et Amy, qui essayait toujours de faire ce dont elle était incapable, était Nathaniel Winker. Pickwick, le président, lisait le journal, composé de contes originaux, de poésie, de nouvelles locales, d'annonces drôles et d'une rubrique dans laquelle elle rappelait gentiment aux autres leurs fautes et leurs défauts. Un jour, Mr. Pickwick chaussa une paire de lunettes sans verre, tapa sur la table, hésita et, après avoir fixé d'un regard dur Mr. Snodgrass, qui se balançait sur sa chaise jusqu'à ce qu'il s'installe convenablement, se mit à lire The Pickwick Portfolio, 20 mai 1800. Ode d'anniversaire. Le coin du poète. Ode d'anniversaire. Nous sommes réunis pour célébrer avec bandeaux et rites consacrés nos 52 bougies dans la salle Pickwick aujourd'hui. Tous nous sommes là en bonne santé, personne n'a fui notre comité. Des visages bien connus nous voyons, des mains amicales nous serrons. Notre Pickwick toujours en fonction, avec déférence nous l'accueillons, tandis que, lunettes sur le nez, il lit notre hebdomadaire bien rempli. Bien que souffrant d'un enrouement, nous aimons l'écouter parler et proférer cette sagesse malgré les croassements et les couinements. Du haut de ses 6 pieds, avec une éléphantesque grâce,
rayonne le vieux Snodgrass avec son visage brun si enjoué. De feu poétique brillent ses yeux, son sort il tente de vaincre, comme son front a l'air ambitieux, et sur son nez une tache d'encre. Puis vient Topman, le Pacifique, si rose, potelé et angélique, tant secoué de rire au sornet qu'il en tombe de sa sellette. Le jeune Winkle, plein d'élégance, tous ses cheveux bien en place, est un modèle de bienséance, même s'il hait se laver la face. L'année finie, toujours allié pour rire, lire et plaisanter, et la voie des lettres empruntées qui mène à la célébrité. Que longtemps prospère notre journal, que le club ne soit pas mis à mal, que la faveur des prochaines années ruisselle sur l'utile, gai, P.C. à Snodgrass. Le mariage masqué, un conte vénitien. Les unes après les autres, des gondoles approchaient majestueusement des marches en marbre et y abandonnaient leurs charmants chargements qui venaient enfler la foule radieuse qui emplissait les salons imposants du comte d'Adelon. Chevaliers et dames, elfes et pages, religieuses et marchandes de fleurs, tous se mêlaient gaiement dans la danse. Des voix douces et de riches mélodies inondaient l'atmosphère, et c'est ainsi, dans l'hilarité et la musique, que se poursuivait le bal costumé. « Votre Altesse a-t-elle vu Dame Viola ce soir ?» demanda un galant troubadour à la reine des fées qui traversait la salle flottant à son bras. « Oui, n'est-elle pas charmante, bien qu'elle soit si triste ? Et sa robe, elle aussi, est bien choisie, car dans une semaine, elle épouse le comte Antonio, qu'elle hait passionnément. Ma foi, je l'envie. Le voilà en tenue de mariée, si ce n'était le masque noir. Lorsqu'il l'ôtera, nous pourrons voir comment il regarde la belle demoiselle dont il ne peut conquérir le cœur, bien que son sévère père lui ait accordé sa main, répondit le troubadour. Il se murmure qu'elle aime le jeune artiste anglais qui hante ses marches et que le vieux comte a éconduit, dit la dame quand ils rejoignirent la danse. Les festivités étaient à leur comble lorsqu'un prêtre apparut et, entraînant le jeune couple dans une alcôve tendue de velours pourpre, lui fit signe de s'agenouiller. Le silence s'abattit immédiatement sur la foule joyeuse et pas un bruit, sinon le jaillissement des fontaines ou le bruissement des orangeraies endormies au clair de lune ne brisa le silence lorsque le comte d'Adelon parla ainsi. « Messieurs, mesdames, pardonnez la ruse que j'ai employée pour vous réunir ici afin d'être témoins du mariage de ma fille. Mon père, procédez à votre service. » Tous les regards se tournèrent vers la famille de la mariée, et un murmure de stupéfaction parcourut la foule, car ni la fiancée, ni le futur époux n'ôtèrent leurs masques. La curiosité et l'étonnement s'emparèrent de tous les cœurs, mais le respect retint les langues jusqu'à la fin du rite sacré. À ce moment-là, les spectateurs avides se rassemblèrent autour du comte réclamant une explication. Je vous la donnerais avec joie si je le pouvais, mais je sais seulement que c'était une lubie de ma timide Viola et j'y ai cédé. Maintenant, mes enfants, que ce petit jeu prenne fin. Ôtez vos masques et recevez ma bénédiction. Mais aucun ne s'inclina, car le jeune marié répondit sur un ton qui fit sursauter tous les auditeurs, tandis que le masque tombait, révélant le visage noble de Ferdinand Devereux, l'artiste amoureux, et qu'appuyé sur la poitrine où brillait désormais l'étoile d'un conte anglais, se trouvait la charmante Viola, radieuse de joie et de beauté. « Monsieur le comte, vous m'avez, avec mépris, refusé votre fille alors que je pouvais me glorifier d'un nom aussi noble et d'une fortune aussi vaste que le comte Antonio. Je peux faire davantage, car même votre âme ambitieuse ne peut refuser le comte de Devereux et de Devere, alors qu'il offre son nom ancestral et sa fortune sans limite en échange de la main adorée de cette belle dame qui est maintenant ma femme. » Le comte resta figé, comme changé en pierre, et, se tournant vers la foule abasourdie, Ferdinand ajouta avec un joyeux sourire triomphant « À vous, mes braves amis, je ne peux que souhaiter que vos vœux se réalisent comme s'est réalisé le mien, et que vous trouviez tous une aussi belle mariée que celle que j'ai obtenue par ce mariage masqué. » S. Pickwick. Pourquoi le P.C. ressemble-t-il à la tour de Babel? Il est plein de membres indisciplinés. Histoire d'une courge. Il était une fois un fermier qui planta une petite graine dans son jardin et, au bout d'un certain temps, elle germa et devint une plante grimpante qui portait de nombreuses courges.
Un jour d'octobre, lorsqu'elles furent bien mûres, il en ramassa une et la porta au marché. Un épicier s'en porta acquéreur et la mit dans sa boutique. Ce même matin, une petite fille, coiffée d'un chapeau marron et vêtue d'une robe bleue, avec un visage rond et un nez retroussé, alla l'acheter pour sa mère. Elle la ramena chez elle, la coupa en morceaux et la fit bouillir dans la grande marmite. Elle en écrasa une partie avec du sel et du beurre pour le dîner et au reste elle ajouta un demi-litre de lait, 2 œufs, 4 cuillères de sucre, de la noix de muscade et quelques biscuits salés. Elle versa le tout dans un plat profond et le mit au four jusqu'à ce qu'il soit doré et joli, et le lendemain, il fut mangé par une famille du nom de March. T. Chapman. Mr. Pickwick, monsieur, je m'adresse à vous au sujet du péché. Le pécheur, je veux dire, est un homme du nom de Winkle qui dérange le club en riant et qui parfois n'écrit pas son article sur ce joli papier. J'espère que vous pardonnerez sa méchanceté et le laisserez envoyer une fable française parce qu'il ne peut rien sortir de sa tête pour l'écrire, parce qu'il a trop de leçons à apprendre et pas de cervelle dans le futur. Dans le futur, j'essaierai de prendre le tourteau par les cornes et de préparer une œuvre qui sera tout comme il la faut, ce qui veut dire parfait. Je suis pressée parce que c'est presque l'heure de l'école. Bien à vous, respectueusement, Anne Winkle. Ce qui se trouve ci-dessus est la reconnaissance virile et noble d'une mauvaise conduite passée. Si notre jeune ami étudiait la ponctuation, ce serait bien. Un triste accident. Vendredi dernier, un violent choc au sous-sol, suivi de cris de détresse, nous fit sursauter. En nous précipitant comme un seul homme à la cave, nous découvrîmes notre bien-aimé président à plat ventre sur le sol, après avoir trébuché et chuté en allant chercher du bois pour les besoins domestiques. Nos yeux tombèrent sur une scène de désastre absolu, car dans sa chute, Mr. Pickwick avait plongé la tête et les épaules dans un baquet d'eau, avait renversé un baril de lessive liquide sur sa silhouette virile et déchiré ses vêtements. Lorsqu'il fut tiré de sa périlleuse situation, nous nous aperçûmes qu'il ne souffrait d'aucune blessure, mais de nombreuses contusions. Et nous sommes heureux d'ajouter qu'il se porte bien. Aide. Deuil public. Il est de notre triste devoir d'annoncer la soudaine et mystérieuse disparition de notre chère amie, Madame Snowball Patpo. Cette bien-aimée et adorable chatte était l'animal de compagnie d'un large cercle d'amis chaleureux et admiratifs. Car sa beauté attirait tous les regards, ses grâces et ses vertus lui valaient l'affection de tous, et sa perte est durement ressentie par tous les membres de la communauté. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle était assise devant le portail et observait la charrette du boucher, et nous craignions qu'un vaurien, attiré par ses charmes, l'ait vilement volée. Des semaines ont passé, mais nous n'avons découvert aucune trace d'elle et nous avons abandonné tout espoir, avons noué un ruban noir à son panier, mis de côté sa gamelle et l'avons pleuré comme un être perdu à jamais. Un ami compatissant nous a adressé le joyau suivant, élégie pour S.B. Patpo. Nous pleurons la perte de notre petit félin et soupirons de son malheureux destin. Plus jamais elle ne s'assiera au coin de l'âtre ou ne jouera près du portail verdâtre. La petite tombe où dort son bébé a été creusée sous le châtaignier, mais sur sa tombe nous ne pouvons pleurer car nous ne savons où la trouver. Son lit vide, sa balle désœuvrée ne la verront plus jamais. De douces tapes et d'aimants ronrons ne s'élèvent plus à la porte du salon. Une autre chatte poursuit ses souris, une chatte au museau tout crotté, mais elle ne chasse pas comme notre chérie, ni ne joue avec sa grâce éthérée. Ses pas furtifs foulent cette même entrée où notre Snowball aimait bien jouer, mais elle ne sait que cracher face aux chiens que si galamment chassait notre félin. Elle est utile, douce, ne cesse d'essayer, mais elle n'est pas belle à regarder. Nous ne pouvons lui donner ta place, aimée, ni, comme nous t'adorions, l'adorer. A.S. Petites annonces. Mademoiselle Oranthy Blugage, l'inflexible conférencière accomplie, donnera sa célèbre conférence sur la femme et sa position à la salle Pickwick samedi soir prochain après la séance habituelle. Une réunion hebdomadaire se tiendra à la cuisine pour apprendre aux jeunes dames à cuisiner. Hannah Brown présidera et vous êtes toutes invitées à y participer. L'association de la pelle à poussière se réunira mercredi prochain et défilera à l'étage supérieur du siège du club. Tous les membres devront être présents, en uniforme et le balai à l'épaule à 9 heures précises.
Madame Beth Bouncer présentera sa nouvelle collection de chapeaux pour poupées la semaine prochaine. Les derniers modèles parisiens sont arrivés et les commandes sont respectueusement requises. Une nouvelle pièce sera jouée au théâtre Berneville au cours des prochaines semaines qui surpassera tout ce qui a jamais été vu sur les scènes américaines. L'esclave grec ou Constantin le Vengeur est le nom de ce drame palpitant. Rappel. Si SP utilisait moins de savon pour ses mains, il ne serait pas toujours en retard pour le petit déjeuner. Il est demandé à AS de ne pas siffler dans la rue. TT, s'il vous plaît. N'oubliez pas la serviette de table d'Amy. NW n'a pas à se tracasser parce que sa robe n'a pas 9 plis. Bulletin de la semaine. Meg, bien. Joe, mal. Bess, très bien. Amy, passable. Le président termina la lecture du journal et je prie mes lecteurs de croire à mon assurance qu'il s'agit d'un exemplaire authentique d'un journal un jour rédigé par d'authentiques jeunes filles. Et des applaudissements nourris suivirent, puis Mr. Snodgrass se leva pour faire une proposition. « Monsieur le Président, messieurs, commença-t-il, adoptant une attitude et un ton parlementaire, je souhaiterais proposer l'admission d'un nouveau membre, un homme qui mérite grandement cet honneur, qui en serait profondément reconnaissant et qui apporterait énormément à l'esprit du club, à la valeur littéraire du journal et serait tout à fait amusant et gentil. Je propose Mr. Theodore Lawrence comme membre honoraire du PC. Allez, prenons-le. » Le soudain changement de ton de Joe fit rire les filles, mais tout arborait un air inquiet et aucune ne souffla mot tandis que Snodgrass se rasseyait. « Nous allons le mettre au vote, » dit le président. « Que tous ceux qui sont en faveur de cette motion le manifestent en disant oui. » La réponse prononcée d'une voix forte par Snodgrass fut suivie, à la surprise générale, par celle timide de Beth. Ceux qui y sont opposés dites non. Meg et Amy y étaient opposés. Et Mr. Winkle se leva pour déclarer avec énormément d'élégance. « Nous ne souhaitons pas de garçons. Ils ne font que plaisanter et sauter partout. C'est un club de femmes et nous désirons qu'il demeure privé et convenable. » « J'ai peur qu'il ne rie de notre journal et se moque de nous ensuite, » fut observé Pickwick en tirant sur la petite boucle qui tombait sur son front, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle était sceptique. Snodgrass bondit alors, l'air très sérieux. « Monsieur, je vous donne ma parole de gentleman que Laurie ne fera rien de la sorte. Il aime écrire et il apportera un ton différent à nos contributions et nous empêchera d'être sentimental. Ne le voyez-vous pas ? Nous ne pouvons faire que si peu pour lui et il fait tant pour nous. Je pense que le moins que nous puissions faire, c'est de lui offrir une place ici et qu'il s'y sente le bienvenu. S'il vient. » Cette habile allusion aux avantages qui en découleraient firent se lever Tupman, qui semblait avoir bien réfléchi. « Oui, nous devrions le faire, même si nous avons peur. Je dis qu'il devrait venir, et son grand-père aussi, s'il en a envie. » Cet accès d'enthousiasme de la part de Beth électrifia le club, et Joe quitta son siège pour lui serrer la main d'un air approbateur. « Alors, revotons, que tout le monde se souvienne que c'est notre Laurie, et dise oui, » s'écria Snodgrass, tout excité. « Oui, 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 » répondirent en chœur 3 voix. « Bien, soyez bénis. Maintenant, comme il n'y a rien de mieux que de prendre le tourteau par les cornes, comme Winkle le fait remarquer de sa façon inimitable, permettez-moi de vous présenter le nouveau membre. » Et au grand désarroi du reste du club, je ouvris la porte du placard et révéla Laurie assis sur un sac de chiffon rouge et pétillant d'un rire réprimé. « Coquine traître, Joe, comment as-tu pu » s'écrièrent les 3 filles, tandis que Snodgrass faisait triomphalement avancer son ami et, apportant une chaise et un bandeau, l'installait illico. « Vous êtes devorien, votre toupet est incroyable » commença Mr. Pickwick, tentant de froncer méchamment les sourcils et ne réussissant qu'à produire un aimable sourire. Mais le nouveau membre était à la hauteur des circonstances et, se levant avec une salutation reconnaissante au président, il déclara du ton le plus affable possible « Monsieur le Président, Mesdames, je vous demande pardon, messieurs, permettez-moi de me présenter, Sam Weller, le très humble serviteur du club. »« Bien, bien, » s'écria Joe en cognant le manche de la vieille bassinoire sur laquelle elle s'appuyait. « Mon amie fidèle et noble protectrice, » poursuivit Laurie, avec un geste de la main, qui m'a présenté de façon si flatteuse, ne doit pas être blâmée pour le vil stratagème employé ce soir. Je suis l'auteur de ce projet et elle ne l'a accepté qu'après maintes taquineries.
Allez, ne nous attribuez pas tous les mérites. Vous savez que c'est moi qui ai proposé le placard, l'interrompit Snodgrass, qui s'amusait énormément de leur plaisanterie. Ne faites pas attention à ce qu'elle dit. Je suis le misérable qui a tout fait, monsieur, dit le nouveau membre avec un hochement de tête velleresque à l'intention de Mr. Pickwick. Mais, sur l'honneur, je ne recommencerai jamais. Je serai désormais dévoué aux intérêts de ce club immortel. Bravo, bravo, s'écria Joe en faisant résonner le couvercle de la bassinoire comme une cymbale. Continuez, continuez, ajoutèrent Winkle et Tupman, tandis que le président s'inclinait avec bienveillance. Je voudrais simplement vous dire qu'en mince gage de reconnaissance pour l'honneur qu'il m'est fait, et dans le but de promouvoir des relations amicales entre nations voisines, j'ai installé un bureau de poste près de la haie, dans le coin en bas du jardin. Un beau bâtiment spacieux avec des cadenas à la porte et toutes les commodités pour la malle-poste, et la féminine, si je peux me permettre. C'est l'ancienne maison des Hirondelles, mais j'ai bouché la porte et ouvert le toit afin qu'elle puisse contenir toutes sortes de choses et économiser notre précieux temps. Lettres, manuscrits, livres et paquets peuvent y passer, et, dans la mesure où chaque nation a une clé, ce sera extraordinairement agréable, je présume. Permettez-moi de vous offrir la clé du club et, avec de nombreux remerciements pour la faveur que vous me faites, de prendre place. De fervents applaudissements suivirent lorsque Mr. Weller déposa une petite clé sur la table et s'assit. La bassinoire résonna et s'agita furieusement et il fallut un certain temps avant que l'ordre fût rétabli. Une longue discussion suivit et toutes se montrèrent surprenantes tant elles firent de leur mieux. La réunion fut donc inhabituellement vivante et ne fut pas suspendue avant une heure tardive lorsqu'elle se termina avec des hurrahs stridents pour le nouveau membre. Personne ne regretta jamais l'admission de Sam Weller, car aucun club ne pouvait compter sur un membre plus dévoué, bien élevé et jovial. Il était certain qu'il apportait un esprit aux réunions et un ton au journal. Ses discours solennels bouleversaient ses auditeurs et ses contributions étaient excellentes, qu'elles soient patriotiques, classiques, comiques ou dramatiques, mais jamais sentimentales. Joe les considérait comme aussi fameuses que du Bacon, du Milton ou du Shakespeare, et son propre travail en fut transformé avec de bons résultats, pensait-elle. Le bureau de poste était une petite institution d'une importance capitale et prospérait merveilleusement bien, car il y transitait autant de choses bizarres que par le véritable guichet. Tragédies et foulards, poésie et pickles, graines et longues lettres, partitions et pain d'épices, caoutchouc, invitations, réprimandes et chiots. Cela divertissait le vieux monsieur, il s'amusait à envoyer d'étranges paquets, de mystérieux messages et de drôles de télégrammes. Et son jardinier, envoûté par les charmes d'Anna, adressa de fait une lettre d'amour au bon soin de Joe. Comme ils rirent lorsque le secret fut révélé, sans imaginer le nombre de lettres d'amour qui allaient transiter par ce petit bureau de poste au cours des années suivantes. Chapitre 11. Expérience. 1er juin. Les Kings partent pour la côte demain et je suis libre. 3 mois de vacances. Comme je vais en profiter, s'exclama Meg en rentrant à la maison par une chaude journée et trouvant Joe allongé sur le canapé dans un état d'épuisement inhabituel, tandis que Beth lui ôtait ses bottines poussiéreuses et qu'Amy préparait de la citronnade pour tout le monde. Tante March est partie aujourd'hui et j'en suis, oh là là, absolument ravie, dit Joe. J'avais horriblement peur qu'elle me demande de l'accompagner. Si elle l'avait fait, je me serais sentie obligée d'y aller. Mais Plumfield est à peu près aussi joyeux qu'une cour d'église. Vous voyez, je préfère en être dispensée. Quelle effervescence autour du départ de la vieille dame, et j'avais peur chaque fois qu'elle me parlait, car j'étais tellement pressée d'en finir que j'étais singulièrement obligeante et douce, et je craignais qu'elle trouve impossible de se séparer de moi. J'ai tremblé jusqu'à ce qu'elle soit bien installée dans la voiture et j'ai eu une dernière frayeur parce qu'au moment où elle démarrait, elle a passé la tête par l'ouverture en disant « Joséphine, peux-tu » Je n'ai rien entendu de plus parce que j'ai vilement fait demi-tour et je me suis enfuie. J'ai vraiment couru et j'ai tourné à toute vitesse au coin de la rue où je me suis sentie en sécurité. Pauvre vieille Jo. Quand elle est entrée, on aurait dit qu'elle était poursuivie par des ours, dit Bess en dorlotant les pieds de sa sœur avec des gestes maternels. Tante March est un vrai tapir, non ? Fit remarquer Amy en goûtant sa mixture d'un air critique.
Elle veut dire un vampire, pas l'animal, mais peu importe. Il fait trop chaud pour être exigeante avec la façon de s'exprimer de certaines, murmura Joe. Qu'allez-vous faire pendant vos vacances demanda Amy, changeant de sujet avec tact. Je vais rester au lit tard et ne rien faire, répondit Meg des profondeurs du rocking chair. J'ai été tirée du lit de bonne heure tout l'hiver et j'ai passé mes journées à travailler pour d'autres. Alors maintenant, je vais me reposer et m'amuser tout mon sou. Dit Joe. Cette façon de traînailler ne me convient pas. J'ai emmagasiné des tas de livres et je vais tirer parti de chaque heure de soleil en lisant sur mon perchoir dans le vieux pommier quand je ne ferai pas des choses. Ne dis pas chouette, l'implora Amy en guise de rebuffade pour avoir corrigé son tapis. Je dirais fauvette alors, avec Laurie. C'est correct et approprié puisqu'il est un rossignol. Laissons tomber nos leçons pendant un moment, Beth. Jouons tout le temps et reposons-nous, comme les filles ont l'intention de le faire, proposa Amy. D'accord, si ça ne gêne pas maman. Je veux apprendre de nouvelles chansons et je dois arranger mes enfants pour l'été. Ils sont affreusement mal en point et ont désespérément besoin de vêtements. On peut, maman demanda Meg en se tournant vers Madame March qui cousait dans ce qu'elle appelait le coin de marmite. Vous pouvez faire l'expérience pendant 1 semaine, voir si ça vous plaît. Je pense que d'ici samedi soir, vous allez découvrir que jouer sans arrêt, sans travailler, est aussi pénible que travailler sans arrêt, sans jouer. Oh là là, non, ce sera délicieux, j'en suis sûre, dit Meg avec suffisance. Je propose un toast, comme dit mon ami et camarade Sally Grant, s'écria Joe en se levant, le verre à la main, tandis que la citronnade circulait. Elles burent toutes joyeusement et débutèrent l'expérience en se prélassant jusqu'à la fin de la journée. Le lendemain matin, Meg n'apparut pas avant 10 heures. Son petit déjeuner pris seul eut un goût désagréable et la pièce semblait solitaire et négligée, car Joe n'avait pas rempli les vases. Bess n'avait pas fait la poussière et les livres d'Amy étaient éparpillés partout. Rien n'était bien rangé et plaisant à l'exception du coin de marmite, qui avait son apparence habituelle, et elle resta assise là pour se reposer et lire, c'est-à-dire bâiller en imaginant quelle jolie robe d'été elle pourrait s'offrir avec son salaire. Joe passa la matinée sur la rivière avec Laurie et l'après-midi à lire et pleurer sur le monde, le vaste monde, en haut de son pommier. Beth commença par vider tout le grand placard où résidait sa famille, mais, fatiguée avant d'avoir accompli la moitié du travail, elle laissa son établissement sans dessus-dessous et alla jouer du piano, se réjouissant de n'avoir pas de vaisselle à faire. Amy arrangea sa tonnelle, mit sa plus belle robe blanche, lissa ses boucles et s'assit pour dessiner sous le chèvrefeuille en espérant que quelqu'un la voie et demande qui était cette jeune artiste. Comme personne n'apparut excepté un faucheux curieux qui étudia son œuvre avec intérêt, elle partit se promener, fut surprise par une averse et rentra à la maison dégoulinante. À l'heure du thé, elles comparèrent leur journée et toutes s'accordèrent à dire qu'elle avait été merveilleuse, bien qu'inhabituellement longue. Meg, qui avait fait les boutiques l'après-midi, avait acheté de la jolie mousseline bleue et s'était aperçue après avoir taillé le coupon qu'il ne convenait pas et ce désagrément la mit en rogne. Joe avait attrapé un coup de soleil sur le nez en canotant et lire trop longtemps lui avait donné un mal de tête carabiné. Beth s'inquiétait du désordre de son meuble et de la difficulté d'apprendre 3 ou 4 chansons en même temps. Et Amy regrettait profondément les dégâts subis par sa robe, car la fête de Katie Brown avait lieu le lendemain et maintenant, comme Flora McFlimsy, elle n'avait rien à se mettre. Mais ce n'était que des bagatelles. Et elles assurèrent à leur mère que l'expérience se déroulait très bien. Elle sourit, ne dit rien et, avec l'aide d'Anna, accomplit les tâches qu'elle avait négligées afin que la maison reste agréable et les rouages domestiques bien huilés. Il était stupéfiant de voir dans quel état bizarre et inconfortable l'opération se reposer et se divertir mettait les choses. Les journées devinrent de plus en plus longues. Le temps était inhabituellement variable, ainsi que l'humeur. Tout le monde se sentait perturbé et Satan trouvait des tas de sottises pour ses mains oisives. Au paroxysme de ce luxe, Meg sortit certains de ses ouvrages de couture et le temps lui pesait tant qu'elle se mit à donner des coups de ciseaux et à abîmer ses vêtements dans sa tentative de les arranger à la façon des moffats. Joe lut jusqu'à ce que ses yeux la lâchent et qu'elle en ait assez des livres. Elle devint si agitée que même Laurie, pourtant si facile à vivre, se disputa avec elle et elle était d'une humeur si maussade qu'elle regrettait profondément de ne pas être partie avec tante March.
Beth s'en sortait plutôt bien, car elle oubliait constamment que la semaine ne devait être que divertissement, exempte de tout travail, et reprenait de temps à autre ses vieilles habitudes, mais quelque chose dans l'atmosphère l'atteignait, et plus d'une fois sa placidité en fut très perturbée, tant et si bien qu'un jour elle secoua cette pauvre chère Johanna et lui dit qu'elle était à faire peur. C'est Amy qui s'en tirait le plus mal, car ses ressources étaient limitées, et lorsque ses sœurs la laissaient s'amuser et se débrouiller seule, elle découvrait rapidement quel fardeau représentait son petit moi accompli et important. Elle n'aimait pas les poupées, les contes de fées étaient enfantins et on ne pouvait pas dessiner sans arrêt. Les goûters n'apportaient pas grand-chose, pas davantage que les pique-niques, à moins d'être très bien organisés. Sinon, si on a une belle maison, remplie de gentilles filles, ou que l'on voyage, l'été doit être merveilleux. Mais rester à la maison avec 3 sœurs égoïstes et un grand garçon, c'est suffisant pour avoir raison de la patience de Boaz, se plaignit Madame Malaprop après plusieurs jours consacrés au plaisir, au tracas et à l'ennui. Aucune ne voulait admettre qu'elle en avait assez de l'expérience, mais le vendredi soir, chacune reconnut en silence qu'elle était contente que la semaine tire à sa fin. Avec l'espoir que la leçon les marque de façon plus indélébile, Madame March, qui avait beaucoup d'humour, décida de prendre les mesures appropriées pour clore l'expérience. Elle donna donc congé à Anna et laissa les filles profiter pleinement des conséquences d'une organisation basée sur le divertissement. Lorsqu'elles se levèrent le samedi matin, il n'y avait ni feu dans la cuisine, ni petit déjeuner dans la salle à manger, et leur mère était invisible. « Miséricorde, qu'est-il arrivé » s'écria Joe, regardant autour d'elle en plein désarroi. Meg se précipita à l'étage et redescendit aussitôt, assez déroutée et un peu honteuse. « Maman n'est pas malade, elle est seulement très fatiguée, elle va passer toute la journée tranquillement dans sa chambre et nous laisser faire du mieux qu'on peut. C'est très étrange de sa part, ça ne lui ressemble pas du tout, mais elle dit que la semaine a été très dure pour elle, alors nous ne devons pas ronchonner et nous débrouiller par nous-mêmes. Ce n'est pas trop difficile et l'idée me plaît assez. Je meurs d'envie d'avoir quelque chose à faire. C'est-à-dire un divertissement d'un nouveau genre, tu vois, ajouta Joe à la hâte. C'était de fait un immense soulagement pour elles toutes d'avoir un peu de travail et elles s'y attelèrent de bonne grâce. Mais elles comprirent rapidement ce qu'il y avait de vrai dans les paroles d'Anna. Tenir une maison, c'est pas une plaisanterie. Il y avait des tas de provisions dans le garde-manger et tandis que Beth et Amy mettaient la table, Meg et Joe se chargèrent du petit déjeuner, en se demandant pourquoi les domestiques parlaient toujours d'une dure besogne. « Je vais en apporter un à maman, même si elle ne veut pas qu'on s'occupe d'elle et qu'elle a dit qu'elle se débrouillerait, » déclara Meg qui présidait et se sentait une véritable matrone derrière la théière. Un plateau fut donc préparé avant qu'aucune ne commence à manger et monté à l'étage avec les compliments de la cuisinière. Le thé, qui avait bouilli, était très amer, l'omelette brûlée et les biscuits mouchetés de bicarbonate de soude, mais Madame March accueillit son banquet avec des remerciements et rit de bon cœur après le départ de Joe. Pauvre petite, j'ai bien peur que ce soit dur pour elles, mais elles ne vont pas en souffrir et ça leur fera du bien, se dit-elle en sortant les aliments plus goûteux qu'elle avait apportés et en se débarrassant de l'infâme petit déjeuner pour ne pas les blesser. Une inoffensive supercherie maternelle dont elles furent reconnaissantes. On se plaignait beaucoup au rez-de-chaussée et grande était la déception du chef cuisinier devant ses échecs. « Ne t'inquiète pas, je m'occuperai du déjeuner et je jouerai la domestique. Sois la patronne, n'abîme pas tes jolies mains. Va voir du monde et donne des ordres, dit Joe qui en savait encore moins que Meg en matière culinaire. Cette proposition obligeante fut acceptée avec plaisir et Margaret se retira au salon, qu'elle rangea à la hâte en faisant disparaître le fouillis sous le canapé et en fermant les rideaux pour ne pas s'embêter à faire la poussière. Joe, qui avait pleinement confiance en ses capacités et désirait cordialement se réconcilier après la dispute, laissa immédiatement un message au bureau de poste pour inviter Laurie à déjeuner. « Tu ferais mieux de regarder ce qu'il y a avant de songer à avoir un invité, » dit Meg, lorsqu'elle fut informée de ce geste hospitalier, mais y réfléchit. « Oh, il y a du cornet de bif et des tas de pommes de terre, et je vais aller chercher des asperges et un homard pour le goût, comme dit Anna. On aura une laitue, je vais faire une salade. Je ne sais pas comment, mais le livre me le dira. On aura du blanc-manger et des fraises pour le dessert, et du café aussi, si on veut être élégante. Ne t'essaie pas trop de plats, Joe, parce que tu ne sais rien faire de mangeable à part le pain d'épices et les bonbons à la mélasse.
Je m'en lave les mains du déjeuner de fête et comme tu as pris la responsabilité d'inviter Laurie, occupe-toi de lui. Je n'attends rien de toi, seulement que tu te comportes bien avec lui et que tu m'aides pour le dessert. Tu me donneras des conseils si je suis coincée, non ? Demanda Joe un peu blessé. Oui, mais je ne sais pas grand-chose, à part pour le pain et quelques bricoles. Tu ferais mieux de demander la permission à maman avant de commander quoi que ce soit, répliqua prudemment Meg. Je vais le faire, bien sûr, je ne suis pas folle. Et Joe partit, vexé devant les doutes exprimés quant à ses capacités. Achète ce que tu veux et ne me dérange pas. Je vais déjeuner dehors et il m'est impossible de m'occuper de ce qui se passe à la maison, répondit Madame March quand Joe vint lui parler. Je n'ai jamais aimé les tâches ménagères et aujourd'hui je vais prendre des vacances, lire, écrire, aller faire des visites et m'amuser. Le spectacle inhabituel de sa mère, généralement toujours affairée en train de se balancer et de lire si tôt dans la matinée, donna l'impression à Joe qu'un phénomène naturel avait eu lieu, car une éclipse, un tremblement de terre ou une éruption volcanique auraient à peine paru plus étranges. Tout va mal, se dit-elle en descendant. Bess pleure, c'est un signe évident que quelque chose ne va pas dans cette famille. Si Amy m'embête, je vais la secouer. Se sentant elle-même très mal, Joe se rua dans le salon et y découvrit Beth sanglotant sur Pip, le canari, étendu raide-mort dans sa cage, ses petites serres tendues de façon pathétique, comme s'il implorait qu'on lui donne de la nourriture dont l'absence l'avait tué. C'est entièrement de ma faute, je l'ai oublié. Il ne reste pas une graine ou une goutte d'eau. Oh, Pip, comment ai-je pu être si cruelle avec toi » s'écria Bess en prenant la pauvre petite chose dans ses mains et en essayant de la ressusciter. Joe inspecta rapidement son œil à moitié ouvert, tâta son minuscule cœur et, le trouvant froid et raide, secoua la tête et proposa sa boîte de dominos comme cercueil. « Mets-le dans le four, il se réchauffera peut-être et revivra, dit Amy, pleine d'espoir. Il est mort de faim et on ne va pas le faire cuire maintenant qu'il est mort. Je vais lui fabriquer un linceul et il pourra être enterré au cimetière et je n'aurai plus jamais d'oiseau, jamais, mon Pip. Parce que je suis trop méchante pour en posséder un, murmura Bess, assise sur le sol, son animal dans les mains. L'enterrement aura lieu cet après-midi et nous irons toutes. Maintenant, arrête de pleurer, Betty. C'est malheureux, mais rien ne va cette semaine. Et Pip a pâti du pire de l'expérience. Fabrique le linceul et mets-le dans ma boîte et après le déjeuner de fête, on fera un bel enterrement, dit Joe, en commençant à avoir l'impression de s'être chargée de beaucoup de choses. Laissant les autres consoler Beth, elle se rendit à la cuisine qui était dans un état de désordre décourageant. Enfilant un grand tablier, elle se mit à l'ouvrage, empila la vaisselle et s'apprêtait à la laver lorsqu'elle s'aperçut que le feu était éteint. « Voilà une perspective agréable, » marmonna Joe en ouvrant brusquement la porte du poêle et en tisonnant vigoureusement les cendres. L'ayant rallumé, elle se dit qu'elle irait au marché pendant que l'eau chauffait. La promenade lui remonta le moral et, se flattant d'avoir fait de bonnes affaires, elle rentra nonchalamment après avoir acheté un très jeune homard, de très vieilles asperges et 2 barquettes de fraises acides. Le temps que tout soit rangé, l'heure du déjeuner arriva et le poêle rougeoyait. Anna avait laissé du pain à faire lever, Meg l'avait pétri plus tôt, l'avait posé sur l'âtre pour la 2e levée et l'avait oublié. Meg recevait Sally Gardiner au salon lorsque la porte s'ouvrit d'un coup et une silhouette enfarinée, couverte de suie, rouge et échevelée apparut, lançant d'un ton acerbe « Je me demande, le pain n'est pas assez levé quand il déborde du récipient !» Sally commença à rire, mais Meg hocha la tête et leva les sourcils aussi haut que possible, ce qui fit s'évaporer l'apparition, partit mettre sans délai le pain au levain au four. Madame March sortit après avoir jeté quelques coups d'œil furtifs çà et là pour voir comment tout se passait et adresser des paroles de réconfort à Beth, qui fabriquait un linceul tandis que le cher défunt était exposé solennellement dans la boîte de dominos. Un étrange sentiment d'impuissance s'abattit sur les filles quand le bonnet gris disparut au coin de la rue, et le désespoir s'empara d'elles lorsque, quelques minutes plus tard, mademoiselle Crocker apparut et annonça qu'elle venait déjeuner. Or, cette dame était une vieille fille mince au teint jauni, au nez pointu et au regard inquisiteur, qui voyait tout et cancanait sur tout ce qu'elle voyait. Elle ne l'aimait pas, mais on leur avait demandé d'être gentille avec elle, uniquement parce qu'elle était vieille et pauvre et avait peu d'amis. Meg lui donna donc le fauteuil rembourré et essaya de jouer les autres, tandis que la vieille dame posait des questions, critiquait tout et racontait des histoires sur les gens qu'elle connaissait. Le langage est impuissant à décrire les angoisses.
les mésaventures et les efforts auxquels Joe se heurta ce matin-là, et le déjeuner qu'elle servit devint un sujet de plaisanterie récurrent. Craignant de demander de nouveaux conseils, elle fit de son mieux, seule, et découvrit qu'il faut davantage que de l'énergie et de la bonne volonté pour faire une cuisinière. Elle fit bien bouillir les asperges pendant 1 heure et fut chagrinée en constatant que les têtes s'étaient détachées à la cuisson et que les tiges étaient plus dures que jamais. Le pain brûlé était tout noir, car l'assaisonnement de la salade l'exaspéra tant qu'elle laissa tomber tout le reste, s'étant elle-même convaincue qu'elle était capable d'en réaliser un qui soit mangeable. Le homard était pour elle un mystère écarlate, mais elle le martela et lui donna des coups de poing pour l'extirper de sa carapace, et ses maigres proportions disparurent sous une forêt de feuilles de laitue. Les pommes de terre devaient être préparées en vitesse pour ne pas faire attendre les asperges et ne le furent finalement pas. Le blanc mangé était plein de grumeaux et les fraises pas aussi mûres qu'elles le semblaient, les plus jolies ayant été habilement disposées sur le dessus par le marchand. Bon, ils peuvent manger du bœuf, du pain et du beurre, s'ils ont faim. C'est seulement vexant d'y avoir consacré toute la matinée pour rien, songea Joe en faisant sonner la cloche 1 demi-heure plus tard que d'habitude, fatiguée, en sueur et abattue en passant en revue le festin préparé pour Laurie, accoutumée à toutes sortes de splendeurs, et mademoiselle Crocker, dont les yeux curieux remarqueraient tout ce qui était raté et dont la langue de vipère le répéterait partout. Les plats étant goûtés et délaissés les uns après les autres, la pauvre Jo aurait volontiers disparu sous la table. Amy gloussait, Meg avait l'air affligée, mademoiselle Crocker faisait une moue dégoûtée, et Laurie parlait et riait autant qu'il pouvait pour apporter une note joyeuse au banquet. Le point fort de Jo était les fruits, car elle les avait bien sucrés et disposait d'un pichet de crème épaisse pour les accompagner. Ses joues brûlantes refroidirent un tantinet, elle soupira longuement lorsque les jolies assiettes en verre firent le tour de la table et que tout le monde regarda avec bienveillance les petites îles roses qui flottaient au milieu d'une mer de crème. Se lançant la première, mademoiselle Crocker fit la grimace et avala de l'eau à la hâte. Joe, qui avait refusé de se servir, pensant qu'il n'y en aurait pas assez, la quantité de fraises ayant cruellement diminué une fois triée, jeta un coup d'œil à Laurie, mais il mangeait vaillamment, même s'il plissait un peu la bouche et gardait les yeux rivés à son assiette. Amy, qui adorait les mets délicats, enfourna une grosse cuillerée, s'étrangla, se cacha le visage dans sa serviette et quitta précipitamment la table. « Oh, qu'est-ce qui se passe » s'exclama Joe en tremblant. « Du sel à la place du sucre et la crème à tourner » répondit Meg avec un geste tragique. Joe poussa un gémissement et tomba à la renverse. En se souvenant qu'elle avait au dernier moment saupoudré à la hâte les fruits avec une des 2 boîtes posées sur la table de la cuisine et avait oublié de ranger la crème dans la glacière. Elle vira à l'écarlate et elle était sur le point de se mettre à pleurer lorsqu'elle croisa le regard de Laurie, qui restait rieur malgré ses efforts héroïques. Le côté comique de la situation la frappa d'un coup et elle rit jusqu'à ce que les larmes coulent sur ses joues. Et tous firent de même, y compris Crocker, ainsi que les filles appelaient la vieille dame, et le malheureux déjeuner se termina dans la joie, avec du pain et du beurre, des olives et des rires. « Je n'ai pas la force de débarrasser maintenant, donc nous allons nous calmer avec un enterrement, dit Joe alors qu'il se levait. Et mademoiselle Crocker s'apprêta à partir, pressée d'aller raconter cette nouvelle histoire à la table d'une autre amie. Ils se calmèrent par égard pour Beth. Laurie creusa une tombe sous les fougères du bosquet. Le petit Pip y fut déposé, avec beaucoup de larmes, par sa maîtresse au cœur tendre, et recouvert de mousse, tandis qu'une couronne de violettes et de mourons blancs était accrochée à la pierre tombale qui portait son épitaphe, composée par Joe pendant qu'elle se démenait pour préparer le déjeuner. C.J. Pip March, qui mourut le 7 juin, grandement aimé et regretté, et jamais oublié. À la fin de la cérémonie, Beth se retira dans sa chambre, vaincue par l'émotion et le homard. Mais il n'y avait pas d'endroit où se reposer, car les lits n'étaient pas faits et battre les oreillers et tout ranger apaisa considérablement son chagrin. Meg aida Joe à débarrasser les restes du festin, ce qui prit la moitié de l'après-midi, et les laissa si épuisées qu'elles se mirent d'accord pour se contenter de thé et de tartines au souper. Laurie emmena Amy se promener en calèche, par pure charité, car la crème tournée avait eu un effet désastreux sur son humeur. En rentrant, Madame March trouva les 3 aînés en plein travail au milieu de l'après-midi, et un coup d'œil au placard lui donna une idée du succès d'une des parties de l'expérience. Avant que les ménagères ne puissent se reposer,
Plusieurs personnes annoncèrent leur visite et elles s'activèrent pour être prêtes à les recevoir. Le thé devait être préparé, les courses faites, et 2 ou 3 choses avaient besoin d'être cousues, mais furent négligées jusqu'à la dernière minute. Lorsque le crépuscule tomba, accompagné de rosée et de silence, elles se rassemblèrent une à une sur le porche où les roses de juin bourgeonnaient joliment, et chacune gémit ou soupira en s'asseyant, de fatigue ou d'inquiétude. « Quelle affreuse journée !» commença Joe, généralement la première à s'exprimer. « Elle a paru plus courte que d'habitude, mais tellement désagréable, dit Meg. »« On ne se serait pas du tout cru chez nous, ajouta Amy. »« C'est normal, sans Marmie et le petit Pip, soupira Bess en levant ses yeux écarquillés sur la cage vide au-dessus de sa tête. Maman est là, ma chérie, et tu auras un nouvel oiseau demain si tu veux. Tout en parlant, Madame March les rejoignit, prit place au milieu d'elles, et sa journée de vacances ne semblait guère avoir été plus plaisante que la leur. Êtes-vous satisfaites de votre expérience, les filles, ou désirez-vous une semaine supplémentaire demanda-t-elle, tandis que Bess se blottissait contre sa mère et que les autres levaient vers elle des visages épanouis, comme les fleurs se tournant vers le soleil. Non, s'écria Joe d'un ton décidé. Moi non plus, lui firent écho ses 3 sœurs. Alors vous pensez qu'il est préférable d'effectuer quelques corvées et de vivre un peu pour autrui, n'est-ce pas? Se prélasser et s'amuser n'apporte rien, fit observer Joe en secouant la tête. J'en ai assez et j'ai l'intention de me mettre tout de suite à un travail quelconque. Imagine que tu apprennes la cuisine de tous les jours. C'est un talent utile que devraient posséder toutes les femmes, dit Madame March en riant ouvertement au souvenir du déjeuner de fête de Joe, car elle avait rencontré Mademoiselle Crocker et avait eu droit à un compte-rendu. Maman, est-ce que tu es sortie en laissant tout tel quel seulement pour voir comment on se débrouillait s'écria Meg qui avait eu des soupçons toute la journée. Oui, je voulais que vous vous aperceviez que le confort de tous dépend de la volonté de chacun d'accomplir loyalement sa part. Pendant qu'Anna et moi faisions votre travail, tout allait bien pour vous, même si je suppose que vous n'étiez ni très heureuse ni aimable. Alors je me suis dit qu'en guise de petite leçon, j'allais vous montrer ce qui se passe quand tout le monde ne pense qu'à soi. N'avez-vous pas le sentiment qu'il est plus agréable de s'entraider, d'avoir des tâches quotidiennes qui rendent le loisir plus doux lorsque son temps arrive, et de supporter et de s'abstenir afin que la maison soit confortable et jolie pour tout le monde? Si, maman, si, s'écrièrent les filles. Alors laissez-moi vous conseiller de vous charger à nouveau de vos petits fardeaux, car même s'ils semblent parfois lourds, ils sont bons pour nous et deviennent plus légers quand nous apprenons à les porter. Le travail est salutaire et il y en a largement pour tout le monde. Il nous tient à l'écart de l'ennui et des sottises. Il est bon pour la santé et le moral et il nous donne un sentiment d'autorité et d'indépendance plus profitable que l'argent ou la mode. Nous travaillerons comme des abeilles et nous allons adorer. Tu verras si ce n'est pas le cas, dit Joe. J'apprendrai la cuisine comme devoir de vacances et le prochain déjeuner de fête que j'organiserai sera un succès. Je fabriquerai l'assortiment de chemises pour papa au lieu de te laisser le faire, Marmie. J'en suis capable et je le ferai, même si je ne raffole pas de la couture. Ce sera mieux que de m'exciter sur mes propres vêtements qui sont très bien comme ils sont, dit Meg. J'apprendrai mes leçons tous les jours et je passerai moins de temps à faire de la musique et avec mes poupées. Je suis stupide et je devrais étudier, pas m'amuser, fut la résolution de Beth. Tandis qu'Amy suivit leur exemple en déclarant héroïquement « Je vais apprendre à faire des boutonnières et faire attention à ma façon de m'exprimer. » Très bien. Alors je suis très satisfaite de l'expérience et ravie que nous n'ayons pas à la reconduire, mais ne vous lancez pas dans l'extrême opposé en trimant comme des esclaves. Ayez des heures régulières pour travailler et vous amuser. Faites en sorte que chaque jour soit à la fois utile et agréable et prouvez que vous comprenez la valeur du temps en l'employant bien. Ainsi, votre jeunesse sera merveilleuse, vous aurez peu de regrets sur vos vieux jours et votre vie sera une belle réussite malgré la pauvreté. Nous nous en souviendrons, maman. Et ce fut le cas. Et c'est la fin du chapitre 11 et de cette lecture également. Un peu rapide peut-être. J'ai peut-être été un peu rapide. Je ne sais pas. Vous me direz. Ou non. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que tout va bien pour vous et que vous passerez une belle soirée, une belle nuit, une belle journée. Prenez soin de vous, surtout.
et à bientôt. Merci encore.